hein, de voir la mobilisation qui a rencontré cette thématique, hein. Marion l'a dit, plus de 200 inscrits. On n'est pas encore à 200, mais je vois les gens qui se connectent petit à petit. Donc, ce qui est très positif, hein, ça veut encore dire qu'il y a un sujet autour des écrans. Et donc, comme ça avait été évoqué, hein, on voulait que cette matinée soit dédiée à des temps d'échange très, très opérationnels autour des actions de terrain que vous menez. Et l'objectif est vraiment de partager vos expériences, ce qui fonctionne moins, ce sur quoi on peut davantage travailler et bien sûr, toutes les bonnes idées seront intéressantes. On est donc sur une matinée, comme j'ai dit, qui va être très dense. Je resterai avec vous sur plutôt la deuxième partie, hein. Je ne viendrai pas dans les groupes. Je vous retrouverai après. En tout cas, voilà, je monopolise pas la parole davantage. Pour les personnes peut-être qui sont plusieurs derrière l'écran, j'ai vu qu'il y avait des équipes entières qui se connectaient. Ce serait peut-être intéressant de le faire savoir à Marion pour qu'on ait un petit peu le nombre exact de personnes qui ont suivi cette matinée. Voilà, c'est très intéressant pour nous. Je m'arrête là. Bonne matinée à toutes et tous. Alors merci, je me rends compte que je ne me suis pas présentée, donc je vais être l'animatrice de ce temps d'échange. Donc Marion Sausset, je suis chargée de projet au sein de l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, on est une petite dizaine de l'équipe de l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté, donc ça va être l'occasion pour vous d'apprendre à mieux nous connaître pour notamment vous proposer des animations dans le cadre des sous-groupes de travail. Et puis, donc, je serai en co-animatrice avec Agathe, que vous voyez peut-être à l'écran. Je te laisse dire bonjour. Agathe Sandon, et je suis chargée d'ingénierie documentaire à l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon. Et je coordonne aussi avec Marion le dispositif du Pass Santé Jeune. Alors, donc pour commencer, un bref rappel autour des objectifs de cette rencontre qui vous est proposée aujourd'hui. Donc l'idée, ça va être de repérer collectivement des leviers d'action sur la thématique des écrans, de pouvoir identifier les enjeux rencontrés par vous, par les acteurs de terrain, notamment lorsqu'il s'agit d'impliquer les parents. On va y revenir dans l'intervention qui va suivre. Alors, dans la mesure du possible, de favoriser les échanges de pratiques, mais on l'a dit en introduction, on se rend bien compte des limites de la visioconférence à 200 pour partager vos expériences. Et puis, on va aussi, dans le cadre des différentes interventions qui vont vous être présentées aujourd'hui, vous partager des ressources utiles pour intervenir sur cette thématique. Donc, en 2h30 aujourd'hui jusqu'à midi, on ne pourra pas viser l'exhaustivité sur la thématique des écrans. Donc, on a dû faire des choix sur ce qui vous est proposé aujourd'hui. L'idée, ça va être vraiment d'amorcer une culture commune à l'échelle de notre région Bourgogne-Franche-Comté sur cette thématique. Et puis, vous le verrez plutôt en deuxième partie de visioconférence, d'identifier vos besoins pour la mise en action sur vos différents territoires. Donc maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Lucie Cross, que je vais laisser se présenter et qui va vous présenter deux documents ressources qui font un petit peu un état des lieux de la situation et qui permettent notamment d'identifier des stratégies porteuses quand on parle des écrans. Donc Lucie, je te laisse la parole. Merci Marion. J'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, Lucie Cross, chargée d'études à l'IREPS. Et voilà, comme Marion vient de le dire, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter des documents ressources que vous pouvez trouver sur le site du RAPS, le réseau régional d'appui à la prévention et promotion de la santé. Vous aurez le lien vers les documents à la fin du diaporama. Alors, le premier document en question, c'est une synthèse des connaissances qui existent sur le sujet, donc sur la thématique écran et jeunes. Une synthèse qui fait une vingtaine de pages. C'est assez court, en fait, puisque, comme vous le savez sûrement, quand on commence à creuser le sujet,
autour des écrans, on se rend compte assez vite que c'est très vaste, hein. C'est comme si on ouvrait une trappe et puis on se rend compte que ça touche à la fois l'école, la famille, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la santé mentale. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments autour. Alors dans cette synthèse, vous trouverez des infos clés sur les usages des écrans, les évolutions récentes aussi autour de ces usages, puisque voilà, on sait que la période Covid est passée par là. Donc ces usages, ils augmentent, ils sont diversifiés. On est sur des usages, voilà, à la fois récréatifs, professionnels ou scolaires, administratifs aussi, et ils sont questionnants. Donc, en particulier, ce que vous trouverez aussi dans cette synthèse, c'est un récapitulatif de ce qu'on sait à l'heure actuelle en termes d'effets de ces usages sur la santé, avec en particulier, pour résumer, 3 zones de vigilance, des effets sur le sommeil, des effets en termes de sédentarité et sur les aspects aussi psychosociaux. En fait, ce que les études scientifiques, nous disent, c'est que ces effets sont aussi, quelque part difficiles à cerner. Ce qui permet, de relativiser, au passage, certains discours alarmistes qu'on peut entendre sur le sujet. On se rend compte aussi en creusant et en lisant les études qui sont menées sur le sujet que c'est une question complexe, en fait, et il y a plusieurs dimensions qu'il s'agit d'articuler, pour, cerner les effets potentiels sur la santé, à la fois, l'âge, les contenus visionnés, les temps d'exposition, l'environnement aussi autour, des enfants ou des jeunes. Donc voilà, vous avez en tout cas des éléments, qui viennent baliser les choses à ce niveau-là. Le troisième point d'information dans cette synthèse des connaissances, ce sont, des stratégies d'intervention qui ont fait leurs preuves, et qui sont associées à des leviers opérationnels et qui essayent de répondre à cette exigence aussi d'avoir une approche, globale puisque comme je viens de le dire, il va s'agir d'articuler, plusieurs dimensions. Donc voilà pour cette synthèse. Un deuxième document ressource, qui est aussi mis à disposition sur le site, du RAPS, c'est une, synthèse des résultats de la consultation qui a été menée en 2022 sur la thématique écran et jeunes, qui fait à peu près, 12 pages. Donc l'objectif de cette consultation, c'était de mieux connaître l'existant en région, même si, voilà, c'est pas un état des lieux, exhaustif, heu, mais vous y trouverez donc des informations sur les publics les plus fréquemment ciblés par les interventions, qui ont lieu en région, des axes d'intervention, privilégiés, les ressources aussi les plus, fréquemment utilisées, pour intervenir ou dans les interventions en elles-mêmes, des sites internet, des outils pédagogiques, les structures partenaires aussi les plus identifiées et les difficultés rencontrées par les acteurs qui interviennent en région et dans lesquels chacune, pourra, se retrouver ou pas. Dans ces difficultés, on trouve en premier lieu le besoin, de repères, d'éléments de cadrage pour intervenir, auxquels, ben, le premier document, que je vous ai présenté peut en partie répondre. Et dans les difficultés qui ressortent aussi de cette, consultation, il y a la question de la mobilisation des publics. Enfants, jeunes, entourage, des jeunes. Donc l'idée ensuite, c'était de faire le lien entre ces informations et les pratiques, de terrain. C'est la diapo suivante, voilà. C'est-à-dire, l'idée, c'est de prendre appui sur les stratégies, d'intervention efficaces identifiées et de les mettre en regard avec, l'existant
à partir des informations remontées par le biais de la consultation régionale. Donc, comme vous le voyez, au niveau des stratégies d'intervention qui sont rappelées ici sur la partie gauche, on a on a 6 stratégies en tout, dont 2 stratégies transversales, à savoir le lien avec les compétences psychosociales et le fait d'agir ou d'intervenir dans la durée pour vraiment ancrer les choses aussi dans le quotidien et dans les différents espaces de vie, des publics, qu'on cible. Et ce qui parmi ces stratégies, donc on retrouve, la question de l'implication des parents, qui est également ressortie dans la consultation régionale, pardon, comme un enjeu, voilà, assez fort et questionnant, également en région. Donc on voit par exemple, à travers, la consultation que, il y a un nombre d'actions significatives qui ciblent à la fois, les parents et les enfants, qu'en même temps sur, la question de l'entourage des jeunes, des habitudes familiales, il y a des jugements assez négatifs qui peuvent arriver assez vite ou, une forme de découragement ou de pessimisme parce que, c'est un enjeu difficile, c'est une question difficile concrètement. Pour autant, il ressort un consensus aussi assez fort autour de la nécessité de mobiliser les parents pour que, justement les actions soient efficaces, pour qu'il y ait un impact derrière. Donc, finalement la question ou qui ressort, c'est celle du comment faire, hein, le passage, ou la mise en œuvre opérationnelle par rapport à cet enjeu-là. Donc Marion, je vais te laisser compléter par rapport au choix de cette piste de travail autour de l'implication des parents. Oui, merci Lucie. Donc effectivement, dans le prolongement de cet état des lieux et puis sur la base de l'enquête que Lucie vient de vous présenter, l'Agence régionale de santé a souhaité mettre en place un groupe de travail à l'échelle régionale pour à la fois recenser les pratiques sur les différents territoires, les outils et les ressources qui étaient utilisées et soutenant l'activité des acteurs de terrain. Et puis, ce groupe de travail, il a été consulté sur les différentes stratégies d'intervention efficaces que Lucie vient de nous présenter et leur déploiement à l'échelle de la région. Et puis, on s'est tous mis d'accord pour se dire que l'implication des parents semble être la stratégie à mettre prioritairement au travail et ce, de manière collective. Puisque sur le comment faire, voilà, personne n'a de recette magique toute faite. Donc, l'idée, c'était de pouvoir en échanger ensemble et puis y réfléchir collectivement. Donc, c'est pour ça qu'on vous a présenté ce fil rouge aujourd'hui, voilà, comme lien de nos différentes, à la fois travaux de groupe et puis des différentes interventions qui vous seront proposées. Donc, sans plus tarder, on va se répartir en sous-groupes. Alors, vous n'avez rien à faire, hein, vous allez être envoyés dans des salles virtuelles. On va essayer de se répartir en plus petits groupes, justement pour commencer à travailler sur cette question de l'implication des parents et puis d'identifier collectivement les défis que vous pouvez rencontrer dans vos pratiques. Donc, si tout se passe bien, vous allez être envoyé dans 10 salles virtuelles où vous attendent des animateurs qui vont lancer les échanges et puis s'assurer de la prise de notes. Donc, si vous rencontrez des difficultés, si vous n'êtes pas envoyé dans les salles virtuelles, Laetitia reste ici, on va dire, dans la salle principale. Donc, n'hésitez pas à lui faire signe. Et puis, on est parti pour une demi-heure de travail ensemble en sous-groupe. Donc, il est 10h moins 10 jusqu'à 10h20 dans les sous-groupes de travail. Vous recevrez un petit message normalement dans les sous-groupes pour vous avertir 5 minutes avant la fin du travail en sous-groupe. Donc, je laisse mes collègues nous répartir et à tout de suite pour ceux et celles qui seront avec moi. Je vais partager le diaporama. C'est bien mon diaporama que vous voyez. Laetitia, tu peux me faire un petit... Super. Merci.
Donc voilà, un petit temple qui permet finalement d'identifier, une fois qu'on a travaillé sur la catastrophe, qui nous permet d'identifier un certain nombre de leviers pour permettre d'impliquer les parents. Donc, on vous fera une synthèse de l'ensemble des éléments que vous avez pu identifier. Et puis, ça va être finalement dans la continuité qu'on va vous proposer les interventions. Donc, alors, il y a que des femmes, des intervenantes qui vont suivre. Donc, on a identifié 2 leviers dont vous avez pu potentiellement discuter dans les sous-groupes de travail. On va en choisir 2 aujourd'hui, qui est l'adaptation au public et les dimensions d'aller vers, et puis faire du numérique un levier éducatif. En tout cas, dans mon groupe, on en a parlé un petit peu de ce levier-là. Donc, les interventions, elles vont d'une part concerner l'adaptation au public, et puis dans un deuxième temps, après la pause, le numérique comme un levier éducatif. Donc, je vais passer la parole à notre première intervenante, qui, je l'espère, est bien connectée avec nous. Madame Lannes, je vous vois arriver. Je suis bien. Bonjour. Je suis bien là. Je vous laisse Bonjour à tous. vous présenter. Oui, merci. Donc, alors, je vais prendre très peu de temps parce que l'objet est bien de ce webinaire de parler pratique et opérationnel, mais simplement pour vous présenter un projet de recherche qui potentiellement pourra vous concerner sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, moi, je suis maîtresse de conférences en sociologie de l'éducation pour le laboratoire, notamment C3S, mais ce projet de recherche est porté par une autre collègue avec laquelle je travaille, qui est Nathalie Chapon, qui est professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation dans notre université. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y avait quelques diapos, peut-être que... Voilà, bon, bah, celle-ci, je pense qu'on peut la passer. Pour que ce soit très rapide. Merci beaucoup. Donc, le titre de ce projet de recherche, c'est ce qui est inscrit à gauche, la parentalité numérique, enjeux et perspectives pour les parents et les professionnels en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a une petite équipe là de recherche qui avons proposé ce projet à la région qui nous a accordé son soutien, notamment financier, pour pouvoir mener un certain nombre de travaux, notamment d'enquêtes, donc sur 36 mois, vous voyez, avec 2 enjeux phares, l'aide à la définition des politiques et des dispositifs mis en œuvre sur le territoire. Donc, ça recoupe aussi le travail qui nous a été présenté en début de webinaire. Et puis, donc ça, c'est plutôt le côté stratégique. Et puis, le côté plus en direction des praticiens, voir comment, grâce à cette étude, on va pouvoir être source de propositions d'accompagnement à destination des professionnels et puis des parents. Donc, sur la diapo suivante, j'ai dû indiquer, on va dire, l'objectif principal, donc qui est effectivement de mieux comprendre quels sont les enjeux, les difficultés, les questionnements, enfin, des parents et des professionnels qui s'en préoccupent à l'ère du numérique. Et vous voyez, on a un certain nombre de questionnements. Donc, je ne vais pas les détailler, mais des questionnements sur la parentalité et les réseaux, sur comment elle se construit, sur les difficultés qu'il peut y avoir, des questionnements sur les démarches d'accompagnement, qu'est-ce qui est mis en place, comment c'est mis en place, avec quels objectifs, est-ce qu'on a une cohérence, une continuité ou pas du tout, donc sur notre territoire. Et puis, bien sûr, la question des alliances aussi entre parents, acteurs éducatifs, comment ça fonctionne et comment aussi des partenariats professionnels peuvent exister, quels sont-ils et comment on peut les favoriser. Voilà, donc ça sont les questions principale. Et sur la diapo suivante, merci, j'ai simplement indiqué les étapes par lesquelles nous souhaitions passer. Elles sont au nombre de 5. Donc, évidemment, une revue de la question au niveau national et international. C'est voilà, le départ de tout travail, de voir un peu ce qui existe, ce qui se fait et ce qu'on peut déjà connaître. Bien sûr, un focus spécifique sur le soutien à la parentalité numérique, donc à la fois au champ national, mais aussi régional. Et puis ensuite, plus précisément, sur les dispositifs qui sont mis en œuvre. Donc, dans notre région, notre grande région, avec
deux champs particuliers, le champ des dispositifs du soutien à la famille et puis aussi le champ de l'éducation, notamment nationale, puisqu'on sait qu'il existe bien sûr des dispositifs essentiels et importants tels que les territoires numériques éducatifs, mais aussi d'autres éléments, enfin d'autres terrains qui sont très actifs et qui nous intéresseront. Bien sûr, on aimerait aussi avoir un volet concernant les parents, c'est-à-dire aller à la rencontre des parents et évidemment étudier aussi leurs attitudes, leurs comportements, leurs motivations, leur logique, hein, pour essayer de mieux comprendre aussi comment on peut éventuellement les aider sur certains questionnements. Et bien sûr, on terminerait le travail par un certain nombre, entre guillemets, de préconisations, de pistes, de possibilités qui pourraient s'offrir, notamment aux parents et aux professionnels. Donc, voilà, c'est une recherche qu'on espère être assez exhaustive, quand bien même on ne le sera sans doute pas complètement, mais qui se veut aussi opérationnelle, c'est-à-dire qu'on a le souci d'un travail qui est utile et qui est utile aux professionnels et pas seulement un petit groupe de chercheurs qui ferait ça, voilà, pour intellectuellement, parce qu'intellectuellement ça peut être satisfaisant, mais non, il y a vraiment cette idée de participer à résoudre des difficultés ou des questionnements ou à améliorer des dispositifs. Donc, on espère bien pouvoir aussi vous proposer un certain nombre d'éléments intéressants. Donc, je terminerai peut-être par la dernière diapo. Merci. Enfin, l'avant-dernière, voilà. Merci. Donc, dans notre travail, on utilisera ce qu'on appelle une méthodologie mixte, c'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, on aura des approches quantitatives, peut-être par questionnaire, mais aussi bien sûr qualitatives, de manière à pouvoir intervenir auprès des personnes, tant des parents que des professionnels. Et nous avons identifié déjà des institutions, on va dire, qui travailleront avec nous, comme le campus de la parentalité et territoire numérique éducatif. Mais si je suis ici aujourd'hui d'abord parce que le sujet m'intéresse et peut-être que je peux participer à la cause commune, mais aussi parce que ça me permet, là, sur ces quelques minutes, de vous informer sur l'existence de cette recherche et de vous dire que potentiellement, nous serons peut-être amenés à nous rencontrer à un moment ou à un autre dans ce cadre pour que nous puissions avancer ensemble sur ces sujets. Donc voilà, c'était aussi une manière d'introduire cette recherche. Et nous avons indiqué sur cette diapo nos mails à ma collègue et aussi à moi. Si toutefois il y a des personnes qui sont intéressées et qui souhaitent directement prendre contact avec nous pour pouvoir discuter aussi avec nous de leurs initiatives, de ce qu'elles font, de ce que nous, on pourrait faire, eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir. Voilà. Alors, je participerai évidemment avec beaucoup d'intérêt à l'ensemble de ce séminaire. Et voilà, merci aux organisateurs de m'avoir donné cette toute petite fenêtre qui n'est pas tout à fait évidemment dans l'objectif du webinaire qui est de travailler pratiquement les choses, et c'est ce qu'on va faire dès maintenant, j'imagine. Mais ça permettait quand même de présenter ça, et puis peut-être que, enfin, c'est ce qu'on souhaite, que ce soit très utile pour l'ensemble de la communauté dans quelques temps. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous propose qu'on fasse un petit temps de questions-réponses à la fin des 3 premières interventions. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires ou questions pour les 3 intervenantes qui suivent dans le chat. Et puis, on fera un petit retour avant la pause. Merci, Madame Lannes. Alors, on va enchaîner avec… on a un ordre du jour chargé, hein, donc j'enchaîne les présentations. Madame Guyon, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous vois. Entends très bien. Oui. Merci. Je vous laisse vous présenter et puis je défilerai le diaporama que vous nous avez proposé. Oui, merci. Donc, je suis Marie-Pascale Guyon et je travaille pour Trajectoire Ressources, qui est le centre de ressources des politiques de la ville à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on accompagne différents acteurs sur toutes les thématiques qui concernent la politique de la ville et notamment les transitions numériques sont une des thématiques qui paraissent en tout cas prioritaires pour les années à venir sur les territoires. Donc je voulais vous faire aujourd'hui un retour à la fois sur le contexte de l'écriture des nouveaux contrats de ville
dans les territoires et un deuxième retour sur le contexte des cités éducatives. Dans le cadre de l'écriture des nouveaux contrats de ville, hein, c'est un gros chantier qui est mené sur les territoires jusqu'en mars. Il y a en effet, on peut constater qu'en tout cas tous les territoires sont sensibles aux questions de la transition numérique et la présence de conseillers numériques est importante, mais la visibilité est à renforcer parce que quand bien même des dispositifs existent pour soutenir les familles, ils sont peu connus et il y a malgré tout une difficulté d'accéder à cette information-là. Déjà, le premier frein, c'est de se dire, tiens, de quelle manière les familles vont prendre connaissance de ce qui existe pour les accompagner au niveau numérique et accompagner aussi les jeunes parce qu'un parent qui est en difficulté par rapport au numérique, son jeune aussi va être en difficulté dans certaines démarches qui le concernent et va sentir sa famille en difficulté. Donc, c'est ce qui émerge aussi de ce que nous rapportent les différents territoires en Bourgogne-Franche-Comté, en disant, voilà, des parents en difficulté face au numérique, c'est aussi des jeunes en difficulté. On peut dire aussi qu'il y a une forte conscience sur les territoires à lutter contre la marginalisation des habitants et des familles qui vivent la fracture numérique. Et à présent, on voit apparaître un nouveau terme qui est la politique de l'hospitalité. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de l'accueil des primo-arrivants, on parlait de la politique d'accueil. Maintenant, on en est à la politique de l'hospitalité, à se dire, ben, tiens, quelle hospitalité on offre aux primo-arrivants, aux familles les plus fragiles, qui vont être en tout cas en difficulté pour s'adapter à nos moyens de communication et à nos moyens d'information. Et donc maintenant, voilà, je voulais vous partager qu'on parle sur les territoires de politique d'hospitalité. Dans le cadre des cités éducatives, alors il y a huit cités éducatives en Bourgogne-Franche-Comté et les cités éducatives sont soit accompagnées, soit évaluées par trajectoire ressources, selon lesquelles, voilà, selon le travail qu'on mène auprès d'elles. Et donc, on a pu faire, quand j'ai eu connaissance de votre proposition et de ce webinaire, j'ai fait un petit peu le tour des cités éducatives avec lesquelles je travaille. Et les cités éducatives nous permettent d'avoir les constats et les problématiques des préfectures, les constats et problématiques des collectivités, donc des villes, et de l'éducation nationale. Donc là, dans la diapositive suivante, je souhaitais vous rapporter un petit peu cet état des lieux des constats et des problématiques. Donc, dans les préfectures, il est constaté qu'il y a en effet un intérêt à faire connaître les soutiens associatifs et les services publics existants à ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire qu'un jeune qui, par exemple, en effet, se posera des questions parce qu'il se met en danger dans ses pratiques numériques, ne sait encore pas, il est identifié qu'il ne sait pas encore exactement vers qui se tourner. Et un parent qui sent son jeune en difficulté ne sait pas non plus toujours où aller. Ensuite, au niveau des préfectures, on entend que les parents indiquent ne pas avoir de visibilité sur l'évolution des pratiques numériques de leurs jeunes. On sait que ça va extrêmement vite, que les jeunes changent de pratiques numériques, il y a des nouveaux réseaux, il y a des nouvelles façons de jouer en ligne, il y a des nouvelles façons d'être en relation virtuelle. Et en fait, les parents se sentent trop isolés de la connaissance qu'ils pourraient avoir sur l'évolution des pratiques de leurs jeunes. Et du coup, ils se posent la question de comment être un parent éducateur dans ce contexte d'évolution permanente. Du côté des collectivités, les enfants et les jeunes qui ont des habiletés numériques, il a été constaté qu'ils soutiennent moins leurs parents. Auparavant, on avait une solidarité familiale parce que c'est les jeunes finalement qui étaient plus habiles et qui soutenaient leurs parents. Et en fait, ça marche en situation de face à face, comme une consultation médicale, comme quand il y a encore un face à face, mais quand il s'agit de le faire en ligne, les jeunes refusent de soutenir leurs parents parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur de fausser les droits. Donc, il est constaté par les mairies, par les collectivités, qu'il y a moins de soutien des jeunes envers leurs parents et envers les plus âgés, parce que la prise de risque par l'écrit est trop importante. Ensuite, le deuxième point, c'est pour les familles nombreuses. Alors, pour les familles nombreuses, on peut se douter que les tâches sont démultipliées, et notamment les démarches en ligne augmentées liées aux situations des enfants. Et donc, ça donne un stress accru pour les parents, et ça disqualifie le parent dans son rôle de parent, parce qu'il ne va pas pouvoir finalement cocher toutes les cases de ce qu'on lui invite à faire en ligne, parce qu'il n'y arrivera pas et que c'est trop important. Plus il y a d'enfants, plus les démarches sont nombreuses, surtout au niveau du lien aussi avec l'éducation nationale. Et en fait, ça disqualifie la fonction de parent.
Donc, il y a aussi peut-être un accompagnement à faire du côté des parents qui sont parents d'enfants en grand nombre, enfin de familles, qui sont à la tête d'une famille nombreuse. Les collectivités identifient aussi des constats dans le champ de la petite enfance et surtout un constat lié à l'exemplarité. Comment faire quand les parents vivent connectés et que les enfants imitent finalement les pratiques de parents qui au quotidien restent connectés. Donc il y a un problème d'exemplarité parce que l'enfant va très jeune, dès le plus jeune âge, imiter son parent. Du côté de l'éducation nationale, deux points importants. Un point pour les parents qui cumulent des difficultés, à la fois pour les primo-arrivants qui cumulent la barrière de la langue et la complexité des démarches en ligne. Donc là aussi, il y a une disqualification du parent et les enfants et les jeunes se sentent aussi en difficulté parce qu'ils sentent leurs parents en difficulté. Et donc, ça met le jeune encore plus en difficulté dans son adaptation, par exemple au système scolaire français ou même dans son quartier. Parce que, en effet, pour certains parents, barrière de la langue plus complexité des démarches en ligne, c'est bien trop. Du côté des enseignants, il y a l'identification d'une tension entre l'enseignement qui s'inscrit dans un temps long et l'immédiateté que les élèves obtiennent dans leur pratique numérique. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes et les élèves ont accès à une immédiateté qui n'est pas cohérente avec, par exemple, le temps long de l'enseignement. Et la deuxième identification faite par les enseignants, c'est l'augmentation de la fatigue des élèves le matin et des difficultés d'attention et de concentration. Et ils font l'hypothèse que ça serait dû au temps long d'écran le soir, en fait, et qui prend sur une partie du sommeil. Donc voilà un petit peu pour des constats très, très concrets qui ont été faits dans les cités éducatives. Et sur tous les territoires, ça reste une préoccupation. Et puis, je voulais terminer par la dernière diapositive. Et là, je ne vais pas beaucoup m'étendre. Mais cela dit, je vous invite à aller sur le site des Promeneurs du Net, dont j'ai mis le lien Internet, parce que les Promeneurs du Net, c'est une démarche qui existe sur toute la France maintenant et depuis plusieurs années. Et c'est une démarche qui n'est pas encore très, très connue des familles et des jeunes. C'est une démarche qui est accessible aux jeunes et accessible aux parents avec une confidentialité totale. La relation éducative se crée de manière virtuelle. Donc, le jeune a moins peur de rentrer en contact avec un adulte éducateur parce que ça se fera en virtuel. Et petit à petit, l'éducateur peut aussi l'amener à créer des relations dans la vie réelle en proposant le réseau qu'il a autour de lui et qui pourrait s'adresser à ce jeune. Mais en tout cas, je vous laisse découvrir sur le site parce qu'il y a des vidéos explicatives. Tout est extrêmement bien expliqué. C'est en fait, sur tous les territoires en France, il existe des éducateurs sur le web qui sont de tout type professionnels, qui sont mis à disposition sur différentes fonctions. Ça peut être des CPE, des enseignants, ça peut être des animateurs de périscolaire, des référents famille, des référents jeunes, issus de tout milieu associatif ou public. Et ça existe en France et c'est encore trop peu connu. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et merci aux organisateurs aussi de ce webinaire. Merci à vous pour votre intervention qui donne un petit peu à voir les besoins identifiés déjà au niveau du terrain. Ça donne des pistes de travail pour la suite. Je vous remercie, Madame Guyon. Merci à vous. On va passer à la dernière intervention avant la pause. Donc, Manon Suchet. Oui. Donc, alors, Manon, je te laisse la parole. Oui, je suis coordinatrice de l'association d'Internet et compagnie, donc qui fait de la prévention, sensibilisation aux usages numériques, donc dans toute la Franche-Comté. On intervient principalement en milieu scolaire, mais pas que. On intervient également dans les milieux sociaux, dans les structures spécialisées et auprès des parents. Donc, on intervient auprès de toute population. Nous, pour nos actions parentalité, on propose en effet des actions, donc des cafés des parents ou des ateliers conférences. Donc, on intervient, ça peut être dans les collèges, ça peut être dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, dans les centres sociaux également. On propose des interventions ponctuelles, donc de 2 heures, où on va un petit peu justement échanger sur les pratiques des parents et aussi celles de leurs enfants. Donc, on essaie d'offrir
les principaux objectifs. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Marion. Donc, notre objectif, en fait, dans le cadre de ces actions parentalité, c'est d'offrir un espace de parole libre et non jugeant qui prend en compte la réalité de chacun. Donc, on est avec vraiment les principes de l'éducation populaire. Et puis, évidemment, on essaie d'avoir un partage d'expériences, un partage d'outils, de questionner sa posture face à la présence des outils numériques dans la famille et d'appréhender aussi en tant qu'adulte sa propre relation à l'outil numérique. Nous, dans le cadre de nos interventions, on va essayer de questionner les propres rapports à l'outil des parents pour justement qu'eux-mêmes en fait se questionnent sur leurs usages et ce qu'ils en font dans la sphère familiale. Là, je voyais dans les commentaires qu'une personne disait ça ne concerne pas que les parents en situation de fragilité. Et oui, c'est vrai, ça nous concerne en fait tous, et c'est pour ça aussi que nous on tient aussi beaucoup ce discours-là, et on fait très attention à la posture qu'on peut adopter, qu'on peut avoir en intervention. On essaie de pas homogénéiser le discours et de vraiment se servir de ce qu'il se passe en intervention, des questions, des besoins des personnes qui viennent à ces ateliers. Donc, sur la formule Café des parents, on a des petits groupes, pas plus d'une quinzaine, une dizaine de personnes. Donc, on se sert de petits groupes pour se poser des questions, pour formuler des choses. Donc, voilà, on part de leurs questions pour élaborer la séance. On essaie de proposer des outils, donc plus sous la forme là d'ateliers, qui vont permettre aux parents de rentrer en immersion, qui vont être aussi très concrets, et qui vont leur apporter en tout cas des clés sur quel est ton rôle dans justement l'accompagnement des enfants, quel est leur rôle dans l'accompagnement des enfants face aux écrans. On décrit, nous, ce qu'on apporte à l'association d'Internet, on essaie d'apporter en fait une plus-value technique en vulgarisant nos propos pour que ce soit accessible pour tout le monde, évidemment. Donc, on va parler un petit peu du chemin de la donnée, parce que beaucoup de parents ne savent pas forcément que les informations voyagent, comment elles voyagent. On explique comment fonctionne Internet matériellement, physiquement, quelle trace, quand on comprend que ça existe physiquement, forcément, on comprend que toutes nos traces tous nos faits et gestes, en fait, ça laisse des traces sur Internet. On aborde également les mécanismes du fonctionnement du web avec l'économie de l'attention, comment en fait tout est mis en œuvre, tout est mis en place en fait sur ces réseaux sociaux, sur les plateformes, pour justement capter notre attention et faire que l'on y reste le plus longtemps possible. Donc on a toute cette partie-là quand même technique. On va parler également des clés sur l'impact sur la santé avec la cyberdépendance, l'exposition devant les écrans, sommeil, repas. On oriente les parents. Voilà, on leur dit, en fait, on leur signifie là où ils peuvent aller pour demander de l'aide s'ils ont besoin. On donne des éléments aux parents sur les besoins des jeunes dans leur pratique. Alors là, on parle des risques, évidemment, avec le cyberharcèlement, la cyberdépendance, mais on essaie aussi d'axer sur qu'est-ce que les jeunes recherchent aussi sur Internet, qu'est-ce que ça leur apporte. Et ça, c'est important de tenir ce discours qui ne diabolise pas en fait les pratiques des jeunes, parce que nous, notre objectif, ça va être de rouvrir du dialogue, de recréer du lien, de dire par exemple aux parents qu'il est possible de choisir les applications avec son enfant, de définir un cadre en fait justement d'usage des écrans, de définir un temps d'écran qui convienne à tout le monde, voilà, mais d'en discuter ensemble. C'est vraiment ça, parce que on évite, nous, de citer des interdictions. On essaie de voir un peu les alternatives et surtout, en fait, de partir des possibilités. Qu'est-ce qui est possible pour les parents à ce moment-là, selon leur propre vécu, selon leur propre expérience, qu'est-ce qui est possible pour eux et de quelle manière ils peuvent agir. On donne également, ces espaces sont une opportunité pour les parents de s'informer et de parler de certains sujets dont ils n'ont pas forcément l'habitude de parler, comme la pornographie, par exemple, et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Ça, vraiment, il y a
Il y a vraiment, c'est très difficile pour certains parents de venir et de dire moi, je me sens complètement dépassée par les usages de mon enfant, je suis très inquiète, j'ai besoin d'aide. Voilà, donc d'où l'importance pour nous de vraiment de maintenir un lien de confiance, de créer un cadre de confiance. Et à Internet, nous, vraiment, on revendique le fait d'avoir un discours assez décomplexé, qui n'est pas stigmatisant. Il n'y a pas de parents parfaits, ils ne peuvent pas être partout, et ils ont besoin de clés de compréhension et de réflexion pour accompagner. Donc voilà, on a des intervenants qui sont capables de construire une séance avec l'objectif de faire entendre ce qu'elles aimeraient elles-mêmes en tant que parents entendre selon leur vécu. Voilà. Donc ça c'est important. Et il y a un travail de veille aussi qui est fait par toute l'équipe de Tinternet pour justement essayer de conseiller au mieux, d'orienter, de même conseiller des œuvres. Ça peut être des livres, des podcasts, des articles, pour des recommandations aussi pour pouvoir agir. Et on essaie également de définir en fait des éléments de réflexion collective et de faire émerger des solutions, des perspectives d'évolution sur les écrans. Voilà. Voilà un petit peu, nous, on a des difficultés en effet à mobiliser de plus en plus les parents. Donc, on essaie d'aller un peu plus vers les lieux d'apprentissage non formels, justement, de ne pas passer que par l'école, parce que ça peut être un obstacle pour les parents, comme on l'a vu. Et voilà, on essaie de créer du réseau avec d'autres associations, avec les institutions, de créer du lien pour que le plus possible nos interventions, bien que ponctuelles, rentrent aussi dans une idée de projet global et que ça puisse s'articuler aussi avec d'autres interventions, que ça puisse être repris par les structures elles-mêmes et l'importance aussi d'avoir le soutien des politiques publiques dans ce cadre, évidemment. Voilà. Et la plupart des parents nous disent, en fait, c'est vrai que c'est pas rassurant ce que vous nous dites en intervention, mais par contre, c'est bien qu'on le sache. Et rien que de le savoir, là, on se sent quand même beaucoup plus au clair et on voit de quelle manière on peut agir. Parce que sinon, en fait, il y a beaucoup trop de choses et on se sent totalement dépassé. Voilà. Donc, on essaie de répondre aux questions sur, ça va être le contrôle parental, à quels âges sont conseillés pour les écrans, le développement de l'enfant et l'exposition des écrans. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on essaie au mieux, auxquelles on essaie de répondre aussi avec les parents. Merci, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Alors, on a eu d'autres, évidemment, on ne pouvait pas vous proposer l'ensemble dans le cadre de cette visioconférence des retours d'expérience qui ont pu nous avoir été remontés par les acteurs de terrain. Je voulais juste vous en donner deux très, très concrètes. Hein. On est toujours sur le levier d'action, s'adapter au public, aller vers. On nous a parlé dans la Nièvre de modalités autour des réunions parents-profs, finalement, comment rejoindre les parents qui ne se mobilisaient pas sur des temps d'intervention bien spécifiques, thématiques. Eh bien, donc c'est le BIJ dans la Nièvre se rend dans le cadre des réunions parents-profs pour aller échanger avec les parents présents, notamment sur cette thématique. Et puis, on a la ville de Morteau aussi qui a travaillé sur une enquête sur la consommation des écrans dans la collectivité et qui a partagé les résultats de manière très régulière via Pronote. Voilà, pour rejoindre les parents via ce canal de communication et puis s'inscrire vraiment dans la régularité et faire du bruit autour de la thématique écran, en lien évidemment avec des actions menées sur le territoire par ailleurs. Donc, on a eu plusieurs retours d'expérience comme ça pour avoir des idées de finalement rejoindre les parents autrement, essayer de trouver des nouvelles modalités pour aller vers ce public qui est parfois difficile à capter. Est-ce qu'il y avait une question, un commentaire par rapport aux trois interventions qui viennent de vous être proposées? Pas forcément, alors vous pourrez les mettre dans la conversation hein, si ça vient un petit peu plus tard. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause numérique
petite pause du numérique. On se rejoint dans 10 minutes. Donc, il est 10h52. On se rejoint vers 11h02 pour reprendre la suite de notre webinaire. Merci. À tout de suite. C'est celui de faire du numérique un levier éducatif. Vous voyez toujours bien mon écran? Laetitia, elle était ma référente écran, c'est tout. Merci. Donc, on a commencé déjà un petit peu à en parler dans les sous-groupes de travail et puis dans les interventions qui ont suivi. Il est important qu'il y ait une valorisation des écrans comme ressource éducative. C'est démontré comme particulièrement utile pour encourager les usages raisonnés et contrecarrer les risques. Donc, les actions d'accompagnement, je pense que vous en avez parlé dans les groupes, les actions d'accompagnement à destination des parents, elles ne peuvent pas avoir comme seul objectif la réduction du temps d'écran. On est dans un monde numérique. Voilà, le numérique est de plus en plus présent. Donc, on est plutôt dans l'idée d'outiller les parents pour qu'ils puissent s'en servir, comme outil de communication avec les parents, qu'ils puissent s'en servir comme une ressource éducative, tout en limitant bien évidemment les risques pour leurs enfants. Et donc, cette approche globale, cette approche qui se veut positive, on appelle ça la parentalité numérique. Et donc, les interventions qui vont suivre vont parler de cette parentalité numérique. Et donc, il s'agit avant tout de renforcer les compétences des parents quant aux enjeux du numérique, les amener à s'interroger sur leurs propres pratiques. On en a beaucoup parlé, en tout cas, dans le groupe que je pouvais animer. Et puis, de leur donner des repères concrets sur l'usage pédagogique des écrans. Donc, les lignes directrices, ça va être de ne pas diaboliser les outils numériques, de ne pas culpabiliser les comportements individuels et de ne pas se concentrer que sur les risques. Donc, pour vous donner quelques ressources utiles, les intervenantes qui vont suivre vont nous partager des outils qu'elles mettent à disposition pour travailler justement avec les parents. Et donc, notre première intervenante, c'est Madame Pouria de l'UDAF. L'UNAF, oui. L'UNAF, pardon. Pas de souci. C'est partie du même réseau. Je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter et puis je passerai vos diapos. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, Stéphanie Pouria, je suis chargée de mission au pôle médias et usage numérique à l'UNAF, donc l'Union nationale des associations familiales. Et donc, on est au niveau national et on représente les familles sur tous les pans de la vie société et des politiques familiales. Et à côté de ça, nous avons un réseau d'UDAF, donc les unions départementales des associations familiales qui mènent des actions auprès des familles pour les soutenir dans leur parentalité et notamment dans leur parentalité numérique. C'est bien que vous passiez. Et donc là, j'interviens ce matin pour vous présenter deux projets qu'on mène, qui est le projet Parents Parlons Numérique, ainsi que les ressources qu'on développe sur la parentalité numérique. Je veux bien que vous passiez la slide suivante. Merci. Donc, le projet Parents Parlons Numérique a été lancé en 2022 et s'inscrit dans le plan d'action interministériel pour un usage rigoreux des écrans par les enfants et les jeunes, qui a été publié en 2022 et qui est un complément de la création de la plateforme jeprotègemonenfant.gouv.fr que je vous présenterai à la fin. Donc, l'UNAF est le pilote de ce label, Parents Parlons Numérique, en lien avec la Direction générale de la cohésion sociale et de la CNAF, et aussi un comité d'experts que vous voyez à l'écran avec les logos. Et au niveau des gouvernements, nous avons le soutien du ministère de la Solidarité, du Numérique, de l'Éducation nationale et aussi de Madame Cobel pour la protection de l'enfant. Et voilà, merci beaucoup. Donc, l'objectif premier de ce label, c'est de poursuivre et de renforcer l'accompagnement des familles vers un usage numérique responsable et d'accompagner les professionnels dans des actions autour du soutien à la parentalité. Et il s'agit également de favoriser l'accès et l'approbation des usages et des outils numériques auprès des parents dans un objectif d'inclusion et de citoyenneté numérique. Donc, c'est vraiment, voilà, poursuivre et renforcer l'accompagnement avec
un visuel qui permet de repérer, que les parents puissent repérer des interventions et des actions de qualité. C'est harmoniser la qualité de l'offre en faisant monter en compétence les professionnels qui mènent des actions de soutien à la parentalité. Et c'est aussi pour les professionnels de valoriser et renforcer la visibilité des actions locales qui sont menées sur cette thématique. Donc, en gros, ce projet, la mise en œuvre opérationnelle, donc on a mis en place un cahier des charges qui permet en fin de compte de labelliser des actions nationales et locales de soutien à la parentalité numérique. Et une fois que ces actions sont labellisées, on a élaboré un kit professionnel qui reprend les messages clés et un socle de ressources de qualité. Et en fin de compte, on a travaillé sur des messages clés autour des recommandations du Haut Conseil à la santé publique France en termes d'écran et enfants. Et on met aussi à disposition des outils de communication avec une charte graphique. Avec donc là, vous voyez le logo justement du label Parents Parlons Numérique. Et à la suite, on valorisera aussi des actions qui sont labellisées sur le territoire via une cartographie qui sera sur le site monenfant.fr de la CNAF, ainsi que sur le site jeprotègemonenfant.fr. Alors, pour se labelliser, on peut passer à la suivante. Merci. Donc déjà, ce label s'adresse à toutes les structures qui mènent des actions de parentalité numérique, parce que le but de ce label est bien de labelliser des actions déjà existantes et pas de recréer des actions sur cette thématique. Donc toutes les structures qui mènent des actions de parentalité numérique auprès des parents et des enfants peuvent demander une labellisation. Et donc il y a deux processus au niveau local. Et le premier, c'est des actions qui sont financées par la CAF sur les fonds du REAP, sont labellisées automatiquement. Donc ça a été lancé depuis juillet 2023. Donc normalement, si vous avez reçu des financements de la CAF, vous avez dû recevoir une notification comme quoi vous étiez labellisé. Et pour les actions qui ne seraient pas financées par la CAF parce que manque de moyens ou parce que la structure n'a pas fait la demande, elle pourra bientôt demander la labellisation via les CAF avec sans demande de financement. Et pour l'instant, on est en train d'étudier une expérimentation sur une dizaine de territoires avec les UDAF et les CAF pour monter en place un comité de labellisation au niveau local. Donc, il y en aura en fait dans chaque département. Donc, ces structures qui seront labellisées donc, auront un kit professionnel pour les aider à avoir des messages clés, des conseils pratiques et des ressources à donner aux parents, et aussi un accompagnement et une coordination au niveau départemental et au niveau national pour faire monter les professionnels, enfin, pour asseoir leurs compétences professionnelles sur le numérique. Excusez-moi. Voilà, pour ce projet. N'hésitez pas après si vous avez des questions, parce que c'est vrai que voilà, j'ai peu de temps, donc je le présente assez rapidement. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Donc ensuite, nous avons aussi développé pas mal de ressources à l'UNAF sur la parentalité numérique que je vais vous présenter dans la slide suivante. Merci. Alors, donc nous avons un kit numérique. Donc, ce kit numérique s'adresse à tous les professionnels qui mènent des actions de parentalité. Il est en libre accès en nous demandant. Donc, dedans, vous avez des kits pratiques, des livrets conseils par thématique, donc les jeux vidéo, le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, la parentalité à l'heure du numérique, les jeunes enfants et les écrans. Nous avons aussi des affiches de prévention, des newsletters et des fiches pratiques pour mener des ateliers. Nous avons aussi développé depuis 2017 un site internet qui s'appelle Mon enfant et les écrans, où là, on fait des articles thématiques sur l'usage des écrans des enfants, donc que ce soit les influenceurs, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Vous avez aussi la santé et les écrans, le sommeil et les écrans, la vue et les écrans. Enfin voilà, sur pas mal de thématiques qui touchent l'usage des écrans des familles pour accompagner les parents. Et à côté de ça, on a aussi une page Facebook où on publie régulièrement des conseils, des paroles d'experts et des chiffres clés pour que les parents appréhendent mieux les sujets du numérique en famille. Et nous avons aussi le dispositif Pédagogieux qui, lui, est spécialisé sur les jeux vidéo
qui est un collectif d'acteurs privés et publics et qui permet d'informer et sensibiliser les parents sur le jeu vidéo. Donc, au niveau des acteurs privés, nous avons le CEL et Internet sans crainte et jeux online. Et au niveau des acteurs privés, nous avons la DGCS, donc la Direction Générale de la Cohésion Sociale, l'UNAF, la Commission Européenne, la SNAV, qui est une association pour la vue, et Action Innocence Monaco, qui est une association qui fait de la prévention sur les usages numériques auprès des enfants dans le sud de la France. Sur Pédagogie, donc vous avez ce côté informer et sensibiliser les parents, et on a aussi un réseau d'ambassadeurs où nous avons à peu près 240 ambassadeurs sur le terrain qui mènent des actions de sensibilisation autour du jeu vidéo auprès des parents et des jeunes publics. Voilà. Et là, nous avons le site Je protège mon enfant et mon enfant .gouv.fr, qui est une plateforme d'information qui a été sortie par le gouvernement. Au début, c'était sur l'enjeu de la pornographie et comment mieux protéger les enfants aux accès de la pornographie et aussi pouvoir en discuter en tant que parent avec eux. Et depuis 2022, il s'est élargi sur Je protège mon enfant des écrans. Et donc, en fait, c'est une plateforme où vous trouverez tous les outils de contrôle parental et aussi beaucoup de ressources pour que les parents puissent aborder la question de l'accès à la pornographie et de l'usage des écrans avec leurs enfants. Alors, j'ai vu qu'il y avait des messages. Alors, est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Au niveau des outils, effectivement, nous avons aussi des focus sur la petite enfance, donc moins de 3 ans. Effectivement, normalement, la préconisation, c'est pas d'écran avant 3 ans. On sait qu'en réalité, souvent, les enfants sont exposés de plus en plus tôt. Et donc, on a des outils spécialisés pour accompagner les professionnels de la petite enfance et les parents sur justement le développement des enfants de moins de 3 ans et l'impact que peuvent avoir les écrans. Et au niveau d'intervenir avant. Et donc, l'autre question n'était pas pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Pouria avant qu'on passe à la suite? Alors, vous pouvez mettre la slide suivante, comme ça vous aurez mon... Oui. Alors, il y a une question sur l'accès aux outils, comment faire une demande pour le kit. Alors, vous pouvez demander directement sur num@unaf.fr ou je vais vous mettre aussi mon adresse spouria@unaf.fr et vous avez aussi déjà pas mal de contenu sur le site aussi Mon enfant et les écrans dans l'onglet ressources où il y a déjà les kits mais il n'y a pas l'ensemble du kit donc il ne faut pas hésiter à nous les demander. On vous les envoie et on peut aussi envoyer certains exemplaires gratuitement imprimés. Pas beaucoup parce que sinon ça ferait trop. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la présentation suivante. Donc, je vérifie que Madame Adam Normand n'est pas avec nous. A priori, qu'il y a des difficultés à se connecter. Elle ne nous a pas rejoint entre-temps. Non, alors on va passer à la présentation du... Alors, je passe rapidement. On pourra y revenir si Madame Adam Normand réussit à se connecter. Oups, pardon. Donc, je vais passer la parole à Madame Cardinal du REPOP Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, donc je suis Sophie Cardinal, donc je suis coordinatrice au niveau du REPOP Bourgogne-Franche-Comté. Donc le REPOP, c'est le réseau pour la prévention et la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Et là, je vais vous montrer un outil, donc là pour des professionnels de santé où nous sommes vraiment au contact de parents avec des groupes. Donc vous allez voir un petit peu comment se passe finalement ce déroulé. Donc ça, c'était élaboré avec les différents REPOP au niveau national. Et bien sûr, on travaille, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire travailler avec les parents, c'est à eux de trouver leurs solutions et de devenir autonomes par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place.
Diapositive suivante. Donc, ça a été fait donc, par des équipes pluriprofessionnelles, que ce soit psychologues, diététiciens, médecins, infirmiers, j'en loupe peut-être, des pédiatres aussi. Et donc, on a travaillé avec une société pour l'illustration et donc, on a réalisé un motion design. On vous montrera un petit peu comment c'est un motion design, parce que c'est vrai que faire intervenir des acteurs, c'était un coût très important. Diapositive suivante. Donc, pour qui? C'est-à-dire que ça va s'adresser donc aux adolescents, à leurs parents. Donc là, on aura une petite vidéo. On va avoir aussi 2 vidéos pour les enfants de moins de 10 ans. Et puis, ça va être pour des ateliers collectifs ou aussi des consultations en individuel. Et l'objectif, ça va être de repérer les situations où il y a un temps d'écran qui est important, d'identifier les différentes conduites éducatives parentales et d'élaborer des stratégies alternatives. Et toujours, ce n'est pas nous qui allons imposer les choses. On ne va pas non plus ni faire peur, ni... parce que j'ai entendu durant la matinée beaucoup de choses très, très intéressantes. On va vraiment travailler avec les familles. Diapositive suivante. Donc, le déroulement, ça va durer à peu près 1 heure. On va passer une petite vidéo qu'on aura sélectionnée en fonction du public et on va essayer de repérer les bienfaits perçus et ce qui peut poser problème. L'intérêt de ces vidéos, c'est aussi de prendre de la distance par rapport à ce que parents on peut vivre à la maison. Ce n'est pas leur situation, mais c'est des situations qu'on leur propose et on va travailler pour trouver des solutions par rapport à ces situations. Donc, comme vous le voyez dans la pratique, on va leur donner des post-it. Diapositive suivante. Et puis, à la fin du film, donc, on va essayer de regrouper. Là, par exemple, on a l'effet sur la socialisation parce qu'on va regrouper par thème et on va travailler avec les parents sur ce qu'ils trouvent positif et ce qu'ils trouvent négatif. Diapositive suivante. Donc, on aura un outil qu'on va distribuer aux parents et là, ils vont pouvoir mettre les situations qu'ils vivent, à quel point ça pose problème finalement dans la vie aussi de tous les jours. Donc, dans ma vie, ça peut être aussi bien travailler avec l'adolescent, mais aussi avec le parent. Les bénéfices à changer cette situation et les situations que j'aimerais changer. Parce qu'il peut y avoir plusieurs choses, mais on ne va pas travailler sur toutes en même temps. Donc, ils vont faire un choix par rapport à la situation qu'ils aimeraient changer là, maintenant, tout de suite. Diapositive suivante. Et on voit ce qui est rajouté aussi, c'est ce que je mets en place, quelle stratégie concrète je vais mettre en place pour y parvenir. Donc, ça va être vraiment dans le très pratique pour avancer avec les parents. Diapositive suivante. Et donc, suite aux ateliers, on va conserver ce qui aura été noté par les familles, parce que non seulement on va travailler avec eux en groupe, mais aussi on va pouvoir reprendre certaines situations en individuel. C'est vrai qu'il y a des situations qu'on ne va pas pouvoir aborder en groupe, donc nous, on va les revoir en individuel, en consultation, ce qui va permettre d'aborder aussi certaines choses. Les parents vont pouvoir aussi photographier ce qu'ils ont pu noter, ce que ça a pu donner, pour pouvoir conserver tout ce qu'ils auront choisi par rapport à ces problématiques. Et donc, diapositive suivante. Donc, ça va être mis ensuite en place parce que nous, on travaille sur une plateforme. Tous les REPOP travaillent avec Banco. Banco, c'est vraiment notre boîte à outils où vous pouvez retrouver beaucoup de documents, beaucoup d'outils pour pouvoir travailler. Alors là, nous, on travaille essentiellement sur le surpoids, l'obésité de l'enfant, mais ça peut vraiment servir pour d'autres
j'allais dire d'autres pathologies, mais d'autres situations aussi. Et puis, on va vous passer un tout petit morceau. Alors, on ne va pas vous passer le film en entier. J'ai sélectionné vraiment un tout petit morceau pour vous montrer le design et je dirais le discours qu'on peut avoir par rapport à cet outil. Donc, je vous laisse passer le film. Donc, il a été coupé, hein, puisqu'on n'en met qu'un petit morceau. Là, c'est toute une journée avec cette famille. Lina, pose ton téléphone quand tu es à table. Les enfants, si vous connaissez, mais mon collègue m'a installé cette appli Tattoo Clock. Je trouve ça génial. Mais papa, ça fait des années que c'est dépassé ce truc. Tu nous dis qu'on n'a pas le droit de prendre notre portable à table et t'es le premier à le prendre tout le temps. Lina, t'as oublié quelque chose. Quoi? Ton portable? Tu te souviens de ce qu'on avait dit avec ton père? Tu laisses ton portable dans le salon. Non, je peux pas ce soir. Je dois me lever tôt demain matin pour aller au collège. Et alors? J'ai pas de réveil, donc je suis obligée d'avoir mon portable. Je te préviens, tu t'en sers pas dans ton lit. Oui, pas de souci. Voilà, c'était vraiment un tout petit bout. Les films durent à peu près sinon 4 minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions par rapport à ces petits films. Donc là, comme je vous ai dit, il y avait pour adolescents, parents, et puis il y a aussi ceux pour les plus petits. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Madame Cardinal par rapport à ce qui vient de vous être présenté? Non? Alors, on passe à la suite. Donc, est-ce que Madame Carballo est par là? Vous m'entendez? Oui. C'est bon. On vous entend. Je vous laisse la parole. Parfait. Donc c'est dans tout ce contexte dont on vient parler ce matin que la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté et l'IREPS ont répondu ensemble à un appel à projet de la MILDECA sur les écrans. Et ce projet avait pour visée principale de développer les compétences psychosociales des enfants de 4 à 6 ans sur la base d'interventions donc répétées au sein des structures de loisirs sans hébergement. Pour cela, les structures qui ont été choisies étaient sur 2 territoires d'intervention distincts, un situé à Longuevic, en Côte d'Or, et l'autre sur l'accueil de loisirs Arc-en-Ciel de Cranceau, dans le Jura. Il s'agissait donc de ce projet qui se déclinait sur sur 2 départements, comme c'était spécifié dans la feuille de route. Toutes les actions qui ont été déclinées dans le cadre du projet de ce projet Écran en veille, enfants en éveil, ont été pensées pour soutenir des comportements favorisant à l'utilisation raisonnée des écrans. Donc pour cela, il fallait que ce projet soit également en direction des adultes qui accompagnent les enfants, à la fois dans les structures d'accueil, et dans la sphère familiale. Autrement dit, les équipes des ALSH qui participaient et puis les parents des enfants. L'objectif principal général de ce projet était de développer les compétences psychosociales des enfants accueillis dans ces accueils de loisirs sans hébergement pour leur permettre d'adopter des comportements favorables donc à l'utilisation des écrans et en interaction avec leur entourage, avec comme objectif spécifique de travailler sur les représentations et les attitudes des personnes encadrant ces enfants et des enfants eux-mêmes,
à l'utilisation et aux conséquences positives et ou négatives des écrans. Développer les compétences psychosociales des enfants, notamment la capacité à communiquer ou encore à gérer leurs émotions. Un gros travail sur la gestion des émotions a été fait lors de ce projet. Renforcer les connaissances, les aptitudes et les capacités des animateurs des accueils de loisirs. Renforcer les connaissances et les aptitudes et les capacités des parents d'enfants fréquentant ces accueils de loisirs afin de les accompagner pour pouvoir mieux gérer l'utilisation de ces écrans. On peut passer à la diapo suivante. Alors là, voici un petit rappel des différentes phases de l'action. Donc, il y a tout d'abord une phase d'implantation avec la mise en place d'un comité de pilotage pour impliquer toutes les personnes qui pourraient être concernées, avec l'implication des élus, les CLS, les directions des centres de loisirs, les partenaires. Et ça me fait penser au groupe de travail, au sous-groupe de travail qu'on a eu ce matin. Effectivement, les parents n'ont pas été invités à ce comité de pilotage. D'où vous verrez ensuite le résultat de la mobilisation des parents. Des réunions de présentation aux équipes ont été prévues aussi avec un format participatif, avec des brainstorming autour des notions des CPS, avec un début de travail sur la liaison entre les écrans et les CPS. Avec, pour les professionnels, une formation qui se compose de 4 modules, avec leur représentation sur les écrans et sur les CPS, des ancrages théoriques autour de la promotion de la santé, des compétences psychosociales et des critères d'efficacité des projets mis en place, une méthodologie de projet, ainsi qu'une expérimentation d'outils pour mener des activités CPS. Deuxièmement, la mise en œuvre et l'accompagnement à la construction d'actions de renforcement de ces compétences psychosociales. Donc, on a organisé 6 séances de co-construction. 6 séances de co-construction avec les équipes des ALSH, à partir d'activités déjà existantes au sein de la structure, à partir d'outils qu'elles ont déjà l'habitude d'utiliser aussi. Avec un format participatif et un appui sur tout ce qui était création graphique de moyens de communication, par exemple. Et ensuite, nous avons été là en soutien à l'animation de 10 séances avec les équipes des accueils de loisirs, avec une mobilisation des outils spécifiquement utilisés pour ce développement des compétences psychosociales, avec un travail sur le volet des gestions des émotions auprès des enfants accueillis, et puis avec, pour la clôture du projet, des temps d'échange de pratiques avec les professionnels de la structure. Pour ce qui est de l'évaluation, donc principalement, c'était, oui, appréhender le développement des compétences psychosociales des enfants de 4 à 6 ans, notamment sur le travail visant à renforcer leur capacité à communiquer ou à gérer leurs émotions. En deuxième phase, c'était mesurer l'évolution des conséquences, des aptitudes et capacités des animateurs, des ALSH intervenant auprès des enfants, et puis intégrer ce développement des compétences psychosociales dans leur posture et pratique professionnelle. Et deuxième phase, c'était mesurer l'évolution des conséquences, des aptitudes et capacités des animateurs, des ALSH intervenant auprès des enfants, et puis intégrer ce développement des compétences psychosociales dans leur posture et pratique professionnelle. Et puis, troisièmement, c'était cerner les effets de l'action sur les connaissances, les aptitudes et les capacités des parents à accompagner les enfants. Alors, voici le résultat, après multiples adaptations qui ont été appliquées ou imposées par la crise sanitaire, puisque
Cette action s'est déroulée juste entre les deux confinements. Donc, finalement, le deuxième confinement a eu un impact sur cette action. Donc, il y a eu 14 professionnels qui ont répondu au questionnaire T0 et 13 professionnels au questionnaire de la formation, 9 parents au T0 et 12 professionnels au T1, c'est-à-dire une fois qu'ils avaient participé au projet. On va passer puisque c'est... voilà. Donc, quels étaient les effets perçus sur les destinataires de l'action? Peu d'impact visible au sein des familles, peu d'évolution au niveau des représentations normatives parentales et comme point de vigilance, la pression à la mise en conformité accentuée par l'action. En recommandation, nous avons un renforcement de la diffusion de l'approche CPS au sein des familles à faire avec un travail sur la communication intrafamiliale, un plaidoyer en faveur d'un accompagnement aux usages des écrans au sein de ces mêmes familles et favoriser une ouverture des schémas représentatifs parentaux qui permettent de dépasser l'enjeu strictement normatif. C'est ce qui a été le plus indiqué lors des T0. C'était aussi c'était plutôt par rapport aux parents, et par rapport à la structure aussi, c'était l'utilisation minimum des écrans. Les degrés d'appropriation de l'approche des compétences psychosociales par les équipes, on a remarqué qu'il n'y avait pas de lien évident entre ces compétences psychosociales et les écrans, c'est ce qu'ont fait ressortir les équipes. Une acculturation au CPS qui a été réalisée en plusieurs temps. La pertinence attachée à la notion de ces CPS comme source d'appropriation. Une progression favorable repérée via l'inscription dans d'autres projets autour des CPS. Les équipes ont manifesté pouvoir avoir déjà des idées de développement de ces CPS dans plusieurs projets qui pourraient être mis en place dans ces structures. Et puis, en recommandation, c'était encore renforcer cette appropriation au CPS avec un travail en amont sur des projets sur la diffusion des connaissances, tout ce qui est en matière de compétences psychosociales. Un travail sur l'explicitation du lien entre ces CPS et les écrans, avec les éléments de langage et plaidoyer. Et un travail sur la notion d'environnement accentué, parce que ces notions pas du tout claires au début du projet pour les professionnels des structures. Une difficile intégration des parents aux différentes phases de l'action, effectivement. Tu peux encore cliquer, non? Je ne sais pas pourquoi. Ah non, il manque une partie. Il manque une partie. Ah, ça y est. Non. Oui, c'est ça. Intégration des parents qui a été bouleversée par le contexte de crise sanitaire. C'est ce qui est ressorti, en fait, quand on a fait les questionnaires d'évaluation à la fin du projet. C'est ce qui ressortait le plus, c'est qu'il y avait cette difficulté de mobilisation, mais qui était indiquée comme raison la crise, le contexte de la crise sanitaire. Donc, il y avait très peu d'implication dans la démarche de la part des parents. L'action était perçue positivement, mais superficiellement. En fait, l'action était perçue positivement quand les professionnels de la structure en ont informé les parents. Ils étaient tout à fait d'accord pour qu'il y ait ce projet qui soit mené dans la structure. En fait, comme il y a une proximité des parents avec les professionnels de la structure, en fait, les parents faisaient confiance à la structure et ne voyaient pas forcément l'intérêt d'être impliqués dans le projet. Donc, ils ont relevé également un déficit de communication en début et au cours de l'action. En recommandation, le renforcement de la dynamique participative, renforcer en amont la diffusion d'informations auprès des familles
auprès des parents et des enfants, engager un travail de co-construction avec les parents autour des modalités d'implication dans ce projet, mais dès le début, et puis favoriser le partage d'expériences entre les parents et des espaces de rencontre à repenser. En fait, dans le sous-groupe que nous avons eu ce matin, tout ceci a été énoncé aussi. On a vu tous les freins qui pouvaient être énoncés, qu'on a vu dans la mise en place de ce projet, et puis aussi des recommandations qui peuvent être faites. Juste ajouter, non, il y a encore un point, si tu peux passer, voilà. Alors, les professionnels ont expliqué qu'elles ont mis en place de plusieurs stratégies tout au long du pour essayer de mobiliser les parents, création d'affiches en amont pour inviter les parents, avec un QR code, justement pour l'utilisation des outils numériques, avec un QR code où ils pouvaient être directement redirigés sur une vidéo qui expliquait tout le projet. Il y a eu une conférence qui a été mise en place sur le thème des écrans, des goodies qui ont été créés avec les personnels de la structure. Mais tout ça a fait que n'a pas fait que les parents s'impliquent plus dans le projet, puisque quand on les a interrogés, aucun parent n'a fait mention, n'a fait référence à ces supports lors des entretiens. Ce qui ressort du rapport qui a été fait à la fin du projet, c'est que l'intégration des parents a été vraiment bouleversée par le contexte de crise sanitaire. C'est-à-dire que le projet a été coupé en deux. On a commencé à faire des interventions en présentiel suite au premier confinement, et on a été coupé avec le deuxième confinement. Donc, ça induit peu d'implication dans la démarche de la part des parents, même si effectivement l'action a été vue comme positive. Tu peux passer, s'il te plaît. Voilà. Juste rajouter que donc comme cette action a été réalisée entre les deux confinements et qu'il y a eu effectivement pas mal de conséquences sur l'implication des parents, nous avons reconduit cette action, nous avons redéposé ce projet auprès de la Mildeka et nous avons des financements donc pour reconduire cette action sur 4 départements hors temps de crise et pouvoir effectivement voir si ce projet et la façon dont ce projet a été travaillé, si la réflexion menée a été pertinente hors temps de crise. Voilà. Merci Marie-Lou. Des questions? Merci. Alors, on devait avoir une dernière intervention du Clémy pour présenter les outils, mais il y a des petits enjeux de connexion qu'on est en plein dedans, en plein dans les enjeux du numérique, c'est aussi ça. Donc, vous aurez les outils proposés par le Clémy dans le diaporama qui vous sera diffusé et qui vise le soutien à la parentalité numérique, voilà, l'accompagnement des parents. Donc, vous aurez tous les outils du Clémy dans le diaporama et on s'excuse pour ce petit imprévu. Donc, ce qui va nous laisser un peu plus de temps pour retourner en groupe et puis continuer à échanger sur les besoins, finalement, sur ce que vous mettez déjà en place, sur ce qui fonctionne moins, et puis d'identifier ensemble les besoins complémentaires que vous pourriez identifier pour la mise en action. Donc, mes collègues vont nous renvoyer dans les groupes qui pourront potentiellement différer des premiers groupes dans lesquels vous avez travaillé en début de session. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour clôturer ce webinaire. Je vous laisse la main. Merci. Revoilà, désolée, j'étais bloquée. Pas de souci. Bloquée seule.
Alors, merci pour ces échanges. C'est assez court. Voilà, ça permet d'identifier quand même quelques éléments sur les pratiques, les besoins à la fois identifiés pour les parents et les besoins des professionnels. Ce qu'on va vous demander là sur les quelques minutes qui restent avant de vous donner le lien vers le site du RAPS et les documents qui vous ont été présentés, on va lancer un petit sondage pour formaliser vos besoins pour la mise en action. Donc, vous avez normalement la possibilité de prioriser parmi les différents items qui vont vous être proposés. Et je vais laisser Laetitia lancer le sondage. Voilà, donc vous pourrez voter chacun de votre place. Donc, de quoi auriez-vous besoin pour passer plus facilement à l'action de votre place de professionnel? Vous pouvez faire bouger les différents items pour les prioriser. Et puis ensuite, vous cliquez sur Envoyer, ce qui nous donnera une tendance générale et ce qui nous permettra de mieux nous positionner pour la suite sur l'accompagnement des professionnels sur cette question. Alors, n'hésitez pas, même si on n'a pas forcément le temps de rebondir aujourd'hui dans le cadre du chat, à préciser vos besoins. Donc, pour ce qui est de la formation, là, qui semble être majoritaire, en tout cas pour l'instant, avec les réponses, n'hésitez pas à préciser dans le chat de quel type de formation, sur quel type de thématique, voilà, pour qu'on puisse être le plus précis possible. Échange de pratiques. Alors, on a amorcé les choses aujourd'hui, hein, mais on est bien conscient que c'était assez limité en termes de timing. Expérimentation d'outils pédagogiques. Est-ce que je peux repartager mon écran pendant que les personnes répondent? J'essaye. Je tente le coup, hein. Donc, logiquement, ça n'a pas arrêté le sondage. Donc, pendant que vous continuez de répondre, on laisse le sondage ouvert pour rester dans le timing qui vous a été annoncé. Donc, vous trouverez sur la dernière diapositive l'adresse du site du RAPS sur laquelle vous pourrez trouver la synthèse des connaissances, la synthèse des résultats de l'enquête. Et puis, nous mettrons dans un deuxième temps l'enregistrement du... Pardon? L'enregistrement du webinaire et puis les différents documents associés, hein, donc le diaporama et puis les ressources qui vous ont été partagées dans le cadre des échanges. Je ne sais pas si Madame Delaune voulait faire une conclusion par rapport à ce qui a été dit. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très rapide, effectivement. Merci à tous et toutes pour votre participation. Par rapport au sondage, c'est vrai que voilà, il n'y a rien de surprenant par rapport à ce dont on s'attendait. Donc l'idée, c'est qu'on travaille avec l'IREPS voilà, à analyser un petit peu le contenu des sous-groupes et ce qu'il en ressort pour vous proposer assez rapidement des suites très concrètes et très opérationnelles, voilà, pour vous permettre de poursuivre vos activités, de mener à bien les actions à destination des parents et des jeunes. Ce qui est ressorti dans le groupe dans lequel j'étais, c'était la nécessité d'avoir des contacts et donc de mettre à jour des répertoires, j'imagine, voilà, avec les coordonnées actualisées, les territoires d'intervention éventuels, et puis s'il y a des sous-thématiques d'intervention, ça pourrait être pas mal. Donc ça, pour moi, ça faisait partie de la boîte à outils dont on avait parlé dans le GT la dernière fois. Donc, n'hésitez pas aussi à faire part d'actualisations éventuelles, hein, si c'est sur des sites géographiques ou des coordonnées, pour qu'on puisse ensuite le diffuser au réseau.
En tout cas, merci à toutes et tous et merci à l'IREPS pour l'animation de cette journée avec un nombre important de personnes. Je sais que ce n'était pas évident. Merci. Merci beaucoup à tous. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de répondre au sondage. On va le laisser ouvert, voilà, le temps qu'on se dise au revoir. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce temps. Donc, comme l'a annoncé Madame Delaune, on va mouliner tout ce qui a pu se dire et puis vous proposer une suite, on l'espère. Le groupe de travail régional se rencontre fin novembre. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir échanger sur les différentes pistes de travail. Merci et puis bon appétit à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.